Bienvenue. Bonjour Lise. Bonjour Cédès. Je vais commencer par présenter la thématique et je vais aussi présenter notre animatrice Lise, qui ensuite se fera le plaisir de présenter notre invité Cédès Esser. Euh, donc, donc, bienvenue à ce quatrième et dernier midi littéraire d'une série de midis littéraires autour des utopies au féminin. Et on a reçu vraiment des femmes merveilleuses. Et c'est une série d'événements qui a été faite en collaboration avec le Parlement des écrivaines francophones et qui s'insère dans la grande manifestation Refonder les utopies de l'espace de la diversité. Donc, Lise Gauvin est essayiste, romancière et professeure québécoise. Elle a publié une trentaine d'ouvrages parmi lesquels La fabrique de la langue de François Rabelais à Régent du Charme et L'engagement, et aussi L'écrivain et la langue au Québec. Elle a reçu le prix du Québec Georges-Émile Lapalme en 2018 et en 2020, l'Académie française lui a remis la grande médaille de la francophonie. Elle est membre de l'Académie des lettres du Québec et du Parlement des écrivaines francophones. Ses derniers titres sont un roman, Et toi, comment vas-tu? Un essai sur les littératures francophones, des littératures de l'intranquillité, et créé, écouté, portrait d'artistes et d'écrivains-écrivaines. Et elle a aussi co-dirigé avec Faouzia Zouari La francophonie au féminin, un espace à inventer. Alors sur ce, je vous laisse avec Lise. Merci Selma. En fait, cet entretien se situe dans le prolongement et l'écho de notre rencontre de Montréal en avril dernier, rencontre dont les textes ont été publiés, comme le disait Selma, sous le titre La francophonie au féminin, un espace à inventer, chez Mémoire d'Encrier. Alors, nous recevons aujourd'hui Cédef Esser, qui est romancière, auteure dramatique, scénariste et metteur en scène, née à Istanbul, écrivant en turc et en français. Ses pièces ont été montées, traduites, publiées et étudiées en France et à l'étranger, et elle est lauréate de nombreux prix. Depuis quelques années, elle s'intéresse tout particulièrement à l'âge d'or du cinéma turc, ce qui a donné lieu, entre autres choses, à un roman, Trésor national, publié en 2021 et 2022 en poche, à des émissions de radio comme Istanbul et Wood, elle vient de présenter au Festival d'Avignon en 2024, un spectacle intitulé Paris-Istanbul, dernier appel. Cédef est l'une des fondatrices, des cofondatrices du Parlement des écrivaines francophones. Alors, bonjour Cédef. Bonjour. Et nous avons convenu que ces entretiens se feraient à la deuxième personne parce que au Parlement, en deuxième personne du singulier, je veux dire, parce qu'au Parlement des écrivaines francophones, le tu est de rigueur. Alors, nous tutoierons comme nous le faisons dans la réalité lorsque nous avons des rencontres du Parlement. Alors, Cédef, on va commencer par le commencement. Ah, je n'entends plus, Lise. Est-ce normal? Non. Ah, ça y est. Bon, on va commencer par le commencement, c'est-à-dire tu as été une enfant star. Tu as dit, j'ai appris à conter des histoires bien avant de savoir lire et écrire. Tu as été enfant comédienne dès l'âge de 3 ans et tu dis que tu as très vite pris la fiction pour les vraies vies, qu'il t'arrive parfois de confondre des moments d'enfance avec les scènes de fiction. Alors, quel souvenir te reste-t-il de cette vie dans les fictions? Merci beaucoup de me recevoir. Merci, Lise. Je suis ravie d'être là. Merci, Selma. Oui, effectivement, j'ai eu une enfance assez singulière et qui a commencé à me travailler à partir de l'âge de 50 ans. Avant, j'y avais pratiquement pas pensé. Depuis l'adolescence, je l'avais oublié, occulté, enterré.
Et puis, à l'âge de 50 ans, j'ai commencé à chercher pour une raison très simple. Peut-être il faut que je dise un mot là-dessus, Lise. C'est qu'en 2016, il y a eu une tentative de coup d'État. Et à partir de là, je me suis dit que ma Turquie allait se transformer vraiment irréversiblement. Ça allait devenir un autre pays que celui que j'ai connu enfant. Et c'est là que j'ai commencé à me dire, mais en fait, peut-être qu'il faut que je cherche cette enfance qui est restée dans ces films exactement comme la ville dans laquelle j'ai grandi, qui n'existe plus aujourd'hui. D'une part parce que la société a changé, bien sûr, comme partout, mais d'autre part aussi cette transformation urbaine qu'il y a eu. Istanbul, c'est une ville qui a été absolument défigurée. À Paris, par exemple, les gens de 90 ans peuvent retrouver des immeubles dans lesquels ils ont habité, des parcs dans lesquels ils ont joué, alors qu'à Istanbul, rien ne ressemble à la ville que nous avons pu connaître, ne serait-ce qu'il y a 30 ans, 40 ans. Et donc, j'ai commencé à chercher dans ces villes, dans ces films, à la fois cette ville, à la fois mon enfance. Et donc, j'avais à la fois une amnésie infantile, vraiment, parce que j'avais occulté cette enfance. Je crois que j'avais confondu des scènes que j'avais tournées avec des acteurs qui interprétaient mes parents, avec mon enfance, des scènes que j'aurais pu vivre avec mes vrais parents. Et par ailleurs, cette amnésie collective qu'il y a en Turquie, que l'islam politique souhaite d'ailleurs, parce que une amnésie collective, c'est pratique, et ce que pratiquent tous les gouvernements, tous les régimes qui veulent changer, qui veulent transformer leur pays. Et maintenant, pardon, je viens seulement à ta question. Quels sont les souvenirs? Eh bien, quand j'ai commencé à regarder ces films pour la première fois, à me voir à 3 ans, à 5 ans, à 7 ans, à 9 ans, parce que j'ai quand même fait 25 longs métrages, hein, c'est pas juste 2-3 films, je me suis vue et soudain j'ai commencé à reconnaître un bout de décor, un bout de costume, une poupée, une robe, un jardin dans lequel j'avais tourné des scènes, et je me voyais ce petit corps, je me voyais en train de, je sais pas, je vous montrerai des photos une fois si ça vous intéresse, mais c'est incroyable. Je me suis vue infirme, mendiante, abandonnée, tuée. Je vois mon père mourir, je vois qu'on tire sur ma mère avec un fusil. Moi, je prends un fusil, je chasse des gens. Enfin, il y avait toutes sortes de scènes invraisemblables dans ce cinéma un peu baroque, un peu foutraque, un peu voilà, d'un autre temps, des mélos hein, de l'époque, quelques films d'auteur, notamment un très beau noir et blanc où il y a un assassin qui me poursuit pendant tout ce film. Et soudain, je me suis dit, mais je suis en train de sentir le souffle de cet acteur. Et donc voilà, et ce voyage dans le pays de mon enfance était vraiment très intéressant. Vraiment, c'était très freudien. Donc, Voilà. tu as vécu une forme d'amnésie pendant un certain temps, en fait. Tu as un peu oblitéré tout ça, et puis tu t'es mis à écrire, mais peux-tu nous parler de tes premiers textes? Qu'est-ce qui t'a incité à écrire après avoir vécu cette vie dans les fictions? Quels sont tes premiers textes? C'est ça, tu dis, par exemple, c'était comme une suite normale de ce destin particulier. Alors, peux-tu nous parler de tes commencements en écriture? Oui, alors en fait, oui, parce que j'avais grandi enfin, comme enfant, j'étais née dans les histoires. Donc vraiment, un plateau de cinéma est un endroit où il n'y a pas de frontière entre fiction et réalité. J'ai fait aussi du théâtre en étant petite. J'ai fait des sketchs radiophoniques, des romans photos. Donc j'étais tout le temps dans les fictions. Pour moi, j'avais un rapport déjà étrange à la réalité. Donc très vite, je commence à écrire des petits textes pour moi, des petites scénettes, des petites choses comme ça que je mettais en scène. Après, au collège, je fais des sketchs pendant les récrés. Enfin, j'étais quand même très voilà, tournée vers une écriture un peu dramatique avec une mise en scène en fait. Donc j'ai beaucoup écrit sur des textes qui avaient cette forme-là, théâtrale. Et ensuite, si on parle des premiers textes publiés, c'était des petites choses qui étaient enfin en turc d'abord,
en langue turque, dans des magazines, dans des journaux, ensuite dans des revues littéraires et ensuite nouvelles, des petits billets d'humeur aussi, culturels, un roman en turc et puis des pièces de théâtre, des scènes. Et en français, j'ai fait mon entrée dans l'écriture en français par le théâtre également. Tu as étudié en français, tu as écrit, tu nous as raconté quand tu étais à Montréal que tu as quitté ta langue maternelle pour le français à 10 ans. As-tu fait des études en français? L'écriture en français est venue après celle en turc. Alors, peux-tu nous dire à quel moment tu as décidé de passer au français comme langue d'écriture et qu'est-ce qui t'a influencé? Peut-être quelques auteurs, enfin, comment ça s'est Bien passé? sûr. En fait, j'ai pas vraiment quitté ma langue maternelle à 10 ans parce que c'était un collège-lycée franco-turc. L'enseignement, il y avait un enseignement en turc et l'enseignement en français. Il y avait les deux. Donc, j'étais pas totalement. Et puis, je parlais pas français à 10 ans. Donc, il fallait que j'apprenne cette langue. Et puis, petit à petit, en fait, la première année, on apprend le français dans cette école qui est assez mythique. Hein. C'est un temple qui a donné beaucoup de politiciens, diplomates, artistes, un prix Nobel. Enfin, c'est vraiment, on y entre avec un concours national. C'est un collège-lycée très important depuis l'Empire ottoman en Turquie. Donc, voilà, je commence à appréhender cette culture française avec les aventures de Monsieur et Madame Thibault. Donc, on apprend le vocabulaire de l'extérieur avec Monsieur Thibault et tout ce qui est à l'intérieur de la maison par Madame Thibault. Donc, c'était pas très féministe la manière dont on apprenait le français. Et puis petit à petit, je commence bien sûr dès l'âge de 11-12 ans à être fascinée par plein d'auteurs. Je me souviens, par exemple, Balzac m'a vraiment marqué, mais on lisait des extraits. Hein. Ensuite, je me souviens aussi de l'immense difficulté, mais en même temps du plaisir énorme de mâcher les mots avec Racine et Corneille. Je ne comprenais pas, mais j'aimais les dire, ces mots malaxés, cette musicalité dans ma bouche, par exemple. Et j'ai compris des années plus tard, au Conservatoire de Paris, que le théâtre, enfin j'avais compris quand j'avais 12 ans, en 10 ans, en essayant de comprendre du Corneille et du Racine, que le théâtre n'était pas uniquement une mise en scène, voilà, une situation et des personnages, c'était aussi une langue qu'on disait comme ça, que les comédiens articulaient. Voilà, donc bien sûr, Victor Hugo. Par contre, là, je n'avais pas compris les premières fois où j'ai lu. Je pense que ça a été un choc esthétique beaucoup plus tard au lycée. Après, j'avais un professeur de philo aussi, Olivier Abel, qui est un penseur important aujourd'hui, qui m'a aussi familiarisé avec des textes philosophiques pour la première fois. Et puis, bon, c'est pas de la littérature française, mais mon grand maître a été Tchekhov. Un jour, je vais voir à la scène nationale et municipale turque, qui étaient des mini-comédies françaises. C'était comme Berliner Ensemble ou le Théâtre d'Art de Moscou, qui jouaient des grandes productions comme ça. Et je vois La Cerisée, puis La Mouette, et je me dis, mais en fait, ok, moi j'ai été petite comédienne, mais il y a aussi cette manière-là d'être comédienne. Enfin, voilà, c'était, ça ouvrait vraiment des horizons pour moi. Enfin, je n'avais jamais compris que ça pouvait être ça aussi, le théâtre, enfin les histoires, le tempo, le rythme, les silences, les mélancolies, l'humour. Et je me suis dit, mais c'est incroyable en fait. Ils sont en Russie, je connais rien à leur vie et je comprends qu'ils parlent de moi. Et ça avait été une grande, immense découverte pour toujours la dramaturge que je suis. Tchekhov est vraiment le maître. Après, je pense que j'ai appris aussi pas mal avec Beckett sur comment écrire des dialogues, comment se désancrer de la réalité et faire parler de personnages, par exemple, comme deux monologues au lieu d'un dialogue, mais tout en ayant quelque chose d'être à la fois, enfin,
quelque chose qui peut être à la fois très relié à la réalité, mais en même temps un peu absurde, un peu au-dessus. Donc Beckett aussi a été un grand maître. Les auteurs femmes, les autrices, non, parce qu'on ne nous en a pas enseigné, donc à l'époque. Et c'est venu beaucoup plus tard, et c'est venu avec Colette et Duras. Et donc, voilà mes premières amours. Oui, mais c'est un beau parcours. Mais tu dis par contre que tu écris en français puis que tu as gardé ton cerveau turc. Est-ce que tu peux nous parler de cette gymnastique particulière? C'est marrant parce que cette phrase, effectivement, a été choisie par le commissaire de l'exposition de l'Alliance française qui s'appelle J'écris en français. Ils ont choisi 100 auteurs-autrices qui ont un rapport particulier à la langue française comme moi, enfin qui ont une double culture. Et j'étais vraiment très honorée de figurer aux côtés de justement Beckett, de Clésio, enfin beaucoup d'auteurs importants. Le commissaire de l'exposition, Bernard Magnier, avait trouvé cette phrase que j'avais dite dans une des interviews que j'avais données, mais vraiment tout au début de quand j'avais commencé à écrire en français. Et donc, je pense que j'avais, en plus, tous mes personnages à l'époque étaient inspirés du monde turc. Je disais que c'était des pays imaginaires. Je ne voulais pas les ancrer totalement en Turquie parce qu'au théâtre, on peut se permettre cela. Mais je le faisais parler en français tout en me disant que c'était des situations turques. Donc, c'est vrai que j'ai commencé à écrire en français avec mon cerveau turc. C'est ça ce que je voulais dire, en fait. Mes personnages, enfin, toutes les situations se passaient dans mon esprit, dans un environnement turcophone, alors que j'écrivais en français. Et après, ces pièces-là, quand elles allaient être jouées par des troupes turques, étaient retraduites en langue turque. Donc, c'était un voyage assez étonnant comme ça de voir que je parlais d'une situation en turc qui était jouée en français, en fait. Et puis, ensuite, des troupes turques, des comédiens turcs rejouaient ces textes en turc. Voilà, donc c'est peut-être ça aussi où je retrouvais ce cerveau turc, enfin cette manière, ces sensations, ces références sensorielles de ma langue maternelle alors que j'écrivais dans une langue autre. Est-ce que tu continues à écrire en turc? Est-ce qu'il y a tu fais des textes en turc ou tu écris dans des deux langues? Et quel serait le sujet? À quel moment tu choisirais si tu continues, si tu as une production dans les deux langues? Qu'est-ce qui préside à ton choix? Alors, en ce moment, non, parce que tous mes projets à venir et qui sont donc récemment, enfin, qui sont passés, sont vraiment enfin, les projets sur lesquels je suis actuellement sont tous en français. Donc, j'ai 2 livres en cours avec 2 maisons d'édition, j'ai des spectacles, enfin, vraiment, tout est en français en ce moment. J'écris de temps en temps des textes, ou des interviews, ou des petits textes, des articles pour la presse turque qui me le demande, mais je ne suis pas en train de me lancer. Même la traduction de mon roman, c'est une excellente traductrice qui l'a faite. Bon, j'ai bien sûr regardé, je l'ai aidée un peu, mais je ne me sens pas en ce moment. J'ai trop de projets en tête en langue française pour retourner au turc, mais ça va venir probablement à un moment donné, oui. Tu vis en France donc depuis plusieurs années. Tu as vraiment une vie en France, mais tu racontes quelque part, tu racontes que tu n'avais pas le sentiment d'être exilé. Le sentiment de l'exil, tu l'as eu à partir justement des événements de 2016 et tu dis l'exil est toujours un traumatisme même lorsqu'on l'a décidé. Est-ce que tu peux nous préciser à quel moment ce sentiment d'exil, tu l'as vraiment éprouvé là comme une perte, quoi, comme un fatalisme ou comme une nécessité, alors que tu ne l'avais pas vraiment jusque-là. C'était plutôt un choix entre le choix et l'exil. Comment te situes-tu? Alors, moi, je trouvais qu'on l'utilisait à tort et à travers ce mot. C'est-à-dire que l'exil c'est un mot qui exprime une impossibilité de retourner chez soi. Quand on regarde sa définition dans le dictionnaire,
On n'est pas exilé quand on est immigré ou émigré, quand on n'est pas exilé quand on est touriste. Enfin, voilà, exil, les mots ont un sens. Ça veut dire ce que ça veut dire. Exil, ça veut dire une impossibilité de retourner chez soi, ce qui n'était pas mon cas. J'étais venue en France pour faire mes études, non pas pour fuir une situation politique. J'avais commencé à travailler, je m'étais mariée, j'étais devenue une émigrée. Enfin, voilà, et d'ailleurs, ça m'énervait un peu. Pourquoi, quand un trajet nord-sud, on parlait d'expatriés, pourquoi, dès que c'était dans l'autre sens, on disait exilé, comme s'il fallait parler tout de suite d'exil, de misère, de papier, alors que j'étais venue, j'avais choisi d'être en France, je venais d'un milieu laïque et totalement privilégié, donc et dès qu'on vient d'un pays de culture musulmane, on vous dit tout de suite, ah là là, vous êtes exilé. Ben non, je ne suis pas exilée. C'est comme si, voilà, la France m'avait ouvert les bras pour que je sorte de ma condition de femme soumise dans mon pays. Ce n'était pas le cas. Et ça m'énervait beaucoup. Je trouvais qu'il y avait une espèce de condescendance orientaliste là-dedans. Et donc, je disais toujours, je ne suis pas exilée, je ne suis pas exilée, je ne suis pas exilée. Et puis, un jour, à cause de mes écrits, je commence à avoir peur de rentrer en Turquie. Ce n'est pas juste une paranoïa, c'est une vraie peur qui a des vraies raisons d'exister. Et à partir de là, il y a cet éloignement qui commence. Et avec cet éloignement, je me dis, ben, à un moment donné, au bout de 2 ans, bon, je sais, je suis une lente, je me dis, mais oui, en fait, on peut parler d'exil, puisque il n'y a pas de procès intenté. Mais j'ai peur parce qu'on arrête des gens comme moi qui ont des écrits qui critiquent le gouvernement, même à leur arrivée à l'aéroport. Donc, il peut m'arriver quelque chose et je ne voulais pas prendre ce risque. J'avais des enfants voilà, qui avaient besoin de moi, j'avais une vie, enfin bon, pour toutes sortes de raisons que vous pouvez deviner, j'avais peur de rentrer en Turquie. Et donc, il y a eu cet éloignement de quelques années qu'on peut qualifier effectivement d'exil. Et à partir du moment où on prend conscience de ça, eh bien, on a un autre rapport à son pays, à ses origines, à sa langue maternelle, à sa langue d'accueil, à son écriture. Donc, tout a changé, mon alchimie a changé. J'en parlais tout à l'heure avec Fawzia Zouari, qui est donc la présidente du Parlement des écrivains francophones. Et c'est pile à ce moment-là que le Parlement est arrivé dans ma vie et m'a énormément aidée, justement. Et voir toute cette diversité, toutes ces origines, toutes ces femmes qui écrivaient comme moi depuis un endroit qui n'était pas... qui n'était pas un endroit unique, et puis il n'y avait pas un centre de la francophonie, de la périphérie, en fait, leur centre était de là où elles écrivaient. Et soudain, je me suis sentie portée par cette énergie, par cette solidarité, cette sororité féminine, ces amitiés littéraires féminines et intellectuelles. Et donc, je pense que j'ai été beaucoup aidée par vous toutes, ce Parlement, ces femmes qui écrivaient depuis quand même un endroit d'éloignement, voilà, à une culture en tout cas. Oui. Et est-ce que c'est pas un peu le sujet de ta pièce qui a été présentée à Avignon en 2024? Peux-tu nous la résumer brièvement? D'ailleurs, là, j'ai l'impression de dire de temps en temps des répliques de cette pièce. Alors, voilà, tout ce que je vous ai raconté là, j'ai raconté à un metteur en scène dont j'admirais le travail. Donc, mon agent m'a présenté à ce metteur en scène, Éric Bouvron. Donc, on a discuté une demi-heure sur une terrasse de café. Il a dit, on y va, on fait ce spectacle parce que ça me touche énormément tout ce que tu racontes. Et puis, donc, je lui ai donné tous ces textes sur lesquels j'avais travaillé, un podcast sur mon enfance, un scénario pour faire un film, des bouts de texte d'un livre que je suis en train d'écrire en ce moment qui s'appelle Retour à Istanbul. Et donc, avec deux jeunes autrices, on a malaxé ce texte, on l'a adapté pour faire une pièce de théâtre. Et donc, on a commencé au Mois Molière en 2024, en juin. Et là, on a joué 2 dates dans les grandes écuries de Versailles. Et soudain, j'ai vu à la fin du spectacle 650 personnes debout comme ça, et je me suis dit, ça y est, on est en train de raconter une histoire intéressante. Et puis avec mes vidéos aussi d'enfance, où on me voit enfant en train de jouer dans ces films, et on me reconnaît avec l'âge que j'ai aujourd'hui. Ensuite, on a joué on a toute l'exploitation du Festival d'Avignon, et là, on vient de rentrer de la Réunion, donc on a fait une très belle tournée aussi, on a eu des standing ovations, c'était formidable. Et là, on va continuer, je pense, et
on aimerait venir à Montréal avec ce spectacle. J'aimerais tellement présenter ça au Canada. Et donc, voilà, c'est un spectacle qui raconte cette femme qui est mon alter ego, qui s'appelle Daphne Keder, mais pas ses défaisseurs, et qui, donc, soudain, avec cette tentative de coup d'État, est obligée de s'éloigner de son pays. Et à partir de là, elle regarde ses films d'enfance. Et là, comme ça, il y a autour de moi 2 comédiennes qui jouent 40 personnages. Moi, je joue mon propre rôle. Et elle joue la mère, le mari, l'agent. Enfin, donc, et voilà, c'est une histoire que nous racontons en 1h15 avec juste des accessoires et 3 chaises. Ah ben c'est magnifique. C'est sûr qu'il faudrait venir la jouer, venir jouer ça au On Canada. aimerait tellement. Absolument. Et en fait, et surtout, en fait, tu as été surtout connu comme auteur dramatique. Tu as fait surtout une grande carrière de théâtre. Est-ce que tu peux nous parler de certaines de tes pièces? Je pense qu'on pourrait dire que de ton théâtre qu'il est politique, en fait. Est-ce que tu serais d'accord avec ça? Parce que je pense à tes pièces comme par exemple Lady First ou Passeur. J'aimerais bien que tu nous parles de cette pièce-là, Passeur. J'ai l'impression que tu as eu une sorte d'avant, tu nous as donné une avant-première de ce que nous vivons maintenant. Le Passeur, c'est l'histoire de quelqu'un qui n'a comme identité que son téléphone cellulaire, que les réseaux sociaux. D'où est venue cette idée-là? Qu'est-ce que tu pourrais en dire de cette pièce qui, à mon avis, est vraiment prémonitoire parce qu'elle est datée de 2016, mais on la vit entièrement maintenant, cette situation. En fait, je lisais beaucoup les philosophes et les sociologues qui s'intéressaient à ce sujet, comment à un moment donné on allait devenir juste une identité numérique et comment on allait nous suivre, poursuivre nos traces sur Internet. Donc, j'ai imaginé des personnages qu'on suivait uniquement par leur téléphone portable, par leur jeu Candy Crush, par leur profil Facebook, tout ça, mais il y a 10 ans. Donc, on n'avait pas ce rapport-là au téléphone portable à l'époque. Du coup, j'avais fait une mise en scène avec une vidéo qui montrait tout ça parce que c'était tout nouveau pour les gens. Et là, 10 ans après, il y a une jeune metteuse en scène qui a repris ce texte qu'ils sont en train de jouer actuellement. Et là, elle m'a dit, mais en fait, ce personnage, le e-passeur, le e-passeur.com, il faut en faire une espèce d'Elon Musk, en fait. Et c'est vrai que, du coup, aujourd'hui, ça a une autre résonance, ça réverbère autrement, je pense, ce que je voulais dire dans ce texte. Et l'autre que tu as mentionné, Lise, l'autre texte qui s'appelle Lady First, maintenant je l'ai repris sous le nom de First Lady, ça me semble plus juste. Là aussi, c'est un texte que j'ai écrit 10 ans, qui est repris en septembre à la rentrée par un théâtre aux États-Unis. C'est parce que ça parle d'un soulèvement et une First Lady qui doit quitter son palais en prenant ses dossiers dangereux et puis aussi son diadème Cartier, ses chaussures, ses robes, ses bijoux et quitter le pays parce que le peuple est en train d'arriver vers le palais. Et là aussi, c'est repris aux États-Unis parce que aujourd'hui, ils ont quelqu'un comme Trump. Donc, c'est sûr que quand on trouve des choses comme ça qui peuvent être réactivées quelques années après, nous, dramaturges, on a cette chance, contrairement aux scénaristes, parce qu'un scénario, c'est écrit, le film, c'est dans la boîte et c'est le même film 10 ans après, ce qui est merveilleux aussi. Mais nous, dramaturges, moi, il m'est arrivé plusieurs fois, notamment un de mes autres textes qui s'appelle « À la périphérie », ça a été repris régulièrement depuis 15 ans, c'est joué en Allemagne, en France, en Italie, en Turquie, et à chaque fois, je retrouve des nouvelles choses, et apparemment les metteurs en scène aussi, puisque sinon, ils ne montraient pas ces textes. Et j'ai eu cette chance de voir dans les langues différentes, dans les versions différentes, avec des costumes, des scénographies différentes, ces textes-là être repris par voilà, à nouveau sur des plateaux différents. Donc, voilà, c'est pour ma dramaturgie. Le titre renvoie à quoi? À la périphérie? À la périphérie, c'était l'histoire de 2 jeunes istanbouliotes
Mais en fait, je laissais ouvert le pays, mais bon, il y a des metteurs en scène qui voulaient l'ancrer à Istanbul et d'autres qui laissaient dans un pays imaginaire qui était dans une périphérie d'une mégalopole comme Istanbul, donc beaucoup d'habitants. Ils habitent dans un quartier où il y a toutes les poubelles. Et vraiment, il y a des quartiers de bidonville que j'avais visités comme ça à Istanbul. Et ils habitent dans ce quartier en regardant, ils grandissent en regardant les poubelles. La mer est à 3 kilomètres, ils s'y sont jamais allés. Et ils rêvent de Paris. Mais c'est juste un Paris comme ça, fantasmé. Ah, Paris, les femmes disent là-bas, oh là là, elles ont des robes. Enfin, ils regardent des films et ils décident de partir et c'est leur périple. Ils arrivent à Paris et là, ils vont être à 3 kilomètres de cette tour Eiffel qu'ils voulaient voir et ils seront aussi à la périphérie parce que ça avait été la Courneuve, les événements de 2005 à Paris quand ça avait été, les banlieues s'étaient enflammées. Donc voilà, c'était l'histoire de jeunes. Périphérie et centre, j'étais beaucoup en train de chercher pourquoi on repoussait les populations dont on ne voulait pas, pourquoi on gentrifiait comme ça les villes, pourquoi les Roms, les gays, les Kurdes dehors, enfin, et ce qui arrive aussi aujourd'hui à Paris. Aujourd'hui, à Paris, si on n'est pas riche, c'est impossible d'acheter quelque chose dans le centre de Paris. Donc voilà, mais pas centre et périphérie, c'est pas uniquement quelque chose sur l'immobilier, hein, c'est aussi bien sûr notre rapport à la langue, notre rapport à notre identité, enfin c'est essentiel. Alors vraiment un théâtre finalement vraiment très politique, ce que tu fais, avec des images extrêmement signifiante en fait. C'est un théâtre d'images et je pense qu'on retrouve aussi toute une pléiade d'images dans ce roman. Tu as abordé le roman après avoir écrit des pièces de théâtre. Et ce roman, je ne sais pas si on le voit, j'ai l'impression qu'on voit le titre à l'envers. C'est Théâtre, c'est Trésor national. Et ce qu'on voit sur le titre, ce sont des images de films dans lesquels tu as joué, ou enfin une représentation des films tels qu'elles étaient, des films tels qu'ils étaient présentés à Istanbul, ce que tu appelles Istanbul Wood. Est-ce que en fait l'histoire est assez fabuleuse. Il s'agit d'une femme dont la mère est une comédienne et qui dans les dernières années de sa vie, demande à sa fille d'organiser son enterrement, de prévoir son enterrement et de prévoir toute la cérémonie, enfin les invités, etc. Donc c'est une façon de revoir toute cette époque de films que tu as bien connue. En fait, tu as retrouvé à ce moment-là la mémoire, je crois, de ton enfance. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, alors je vais juste revenir à ta première phrase avant, enfin, tu disais un théâtre politique. En fait, je me dis jamais que je vais faire un théâtre politique. C'est-à-dire que mes sujets, je pars toujours des idées, des situations qui sont à fond graves, oui, mais j'aime beaucoup après une troupe joyeuse qui les comédiens ou les scénographes, tout ça, ils sont jamais dans la politique. Ils sont dans la joie de raconter une histoire. Et d'ailleurs, dès que commencent les répétitions, il y a de la joie, il y a de l'humour, il y a des chansons, il y a des mises en scène qui sont rapides. J'aime pas le côté, je fais un théâtre politique, donc c'est sérieux sur le plateau. Ça, c'est pas du tout. Au contraire, j'aime quand c'est baroque, quand c'est un peu bordélique aussi, un peu foutraque, c'est-à-dire il peut y avoir une scène tragique suivie d'une scène totalement baroque avec des personnages exubérants. Voilà, donc ça c'est pour le théâtre. Et quant au Trésor national, là aussi c'est une diva un peu baroque qui est quand même persuadée enfin, elle est en train de mourir quand même à 85 ans, enfin, je ne sais plus quel âge il a, ça fait longtemps que je l'ai écrit, et son idée est de dire, bon, bientôt je vais mourir, donc il faut vraiment préparer un très bel
enterrement, avec tous mes textes, avec mes amants au premier rang. Enfin, elle est quand même en train de rêver son enterrement, enfin sa cérémonie funéraire, avec la scène au théâtre de la ville. Son cercueil sera au milieu, avec en ébène. Enfin, voilà, elle est en train de préparer quand même cette cérémonie pour que ça soit très gai, très joyeux, très joli. Et effectivement, là, il a fallu que je fasse des recherches parce que je voulais que cette femme soit née en 1934 pour plusieurs raisons. D'abord, c'est l'année où les femmes turques ont obtenu le droit de vote 10 ans avant les Françaises. Deuxièmement, c'est la vraie date de naissance de ma vraie mère. Et donc, voilà, j'imaginais cette diva comme ma propre mère dans la vie, et qui a aussi son côté, voilà, c'est pas une diva ma mère, mais il a ses côtés qui m'inspiraient. Et donc, pour me documenter pour cette histoire, effectivement, je me suis replongée dans ce cinéma qui a donné 8000 films et qui a été un grand cinéma du Moyen-Orient et des Balkans. Et là, je me suis beaucoup amusée. C'était vraiment le rabbit hole de Alice. Je suis tombée dans ces films, et pendant des jours entiers, j'ai regardé des kilomètres de vieux mélos. Et j'ai adoré ce moment de me documenter. Et c'était aussi l'occasion de retrouver ton enfance. Tout à fait, parce que je regardais aussi mes propres films. Oui. Ouais. Que signifie, enfin, le mot trésor national aussi, tu le discutes, enfin, il y a toute une réflexion autour de l'appellation trésor national. Est-ce que tu veux préciser? En fait, c'est une femme qui accepte vous savez, en turc, on a un titre comme ça, c'est pas trésor national. Trésor national, c'est plutôt au Japon et en Argentine, ce sont des trésors nationaux vivants. Ce sont des personnes qu'on désigne. Et un jour, mais en turc, c'était pas très beau, c'était pas très traduisible, donc j'ai pris ce nom, trésor national, mais ça veut aussi dire. Quand on dit national en turc, c'est aussi une espèce de propagande, c'est-à-dire qu'il y a la sécurité nationale, la fierté nationale, enfin, c'est une espèce de patriotisme qui est un peu suspect en même temps. Et cette femme qui a quand même passé sa vie à être le porte-parole de la diversité, de ces femmes courageuses, etc., mais qui accepte ce trophée, ça montrait aussi sa contradiction. Et puis comment, d'un côté, enfin, je ne veux pas spoiler le livre, mais c'est parce qu'en plus, il vient d'être adapté au plateau, au théâtre, donc cet été, l'adaptation de ce roman sera au Festival d'Avignon aussi. Mais voilà, en fait, elle a aussi deux amours dans sa vie. Un dissident, un opposant politique, et quelqu'un qui est à l'intérieur du gouvernement, enfin, qui est en plus vraiment très impliqué dans les affaires un peu sombres. Donc, c'est aussi cette dualité que je voulais montrer, et aussi peut-être un roman national, parce que l'histoire officielle ne ressemble pas à la vraie histoire en Turquie et dans beaucoup de pays. En France aussi, il y a des pages sombres de l'histoire française qu'on a toujours occultées. Bon, pas autant qu'en Turquie, mais c'est vrai que voilà, il y a aussi l'idée du roman national derrière. Donc, elle est l'icône de cette nation, tout en étant une opposante. Voilà. D'ailleurs, il y a il y a une tradition de la présence des femmes en Turquie, n'est-ce pas? Est-ce que tu peux nous parler des femmes qui ont eu une certaine renommée, qui ont été très importantes dans l'histoire de la Turquie? C'est une société patriarcale, mais quand même, les femmes ont eu un rôle déterminant, n'est-ce pas? Déjà, les sultanes étaient puissantes dans l'Empire ottoman. Après, voilà, on a eu quand même le droit de vote 10 ans avant les Françaises, comme je disais, ce qui n'est pas rien. Elles étaient très présentes dans la société. Après, c'est sûr que bon, c'est pas non plus c'est pas un pays scandinave non plus, donc il faut se battre. Et puis moi, je pense qu'on a beaucoup reculé ces dernières années. On est sorti de la Convention d'Istanbul. Voilà, donc
donc, en fait, c'est une guerre permanente. Même tout ce que vous pensiez euh, comme acquis, il faut toujours les défendre. Enfin, même regarder les États-Unis, comment les droits des femmes reculent, comment les choses essentielles, on est en train de perdre les acquis essentiels. Avec, on doit toujours recommencer avec le féminisme. J'ai l'impression que c'est jamais gagné. Et comme disait la grande Simone, bah voilà, il suffit d'une petite crise enfin une crise politique, économique, pour que ça soit en première ligne des femmes qui perdent leurs droits. Donc, même si les femmes ont été très présentes, très puissantes à certains postes, etc., bon, il y a énormément de femmes politiciennes, il y a énormément de femmes médecins, juristes. Par exemple, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de juristes, d'avocates, juges, etc. Mais voilà, c'est jamais gagné, malheureusement. Oui, c'est comme ça un peu partout. Hein. C'est en Oui, Amérique aussi, oui. Mais même surtout absolument. en Amérique. Absolument. Je pense que c'est pas le sort. Oui. Tu disais, tu as déjà avoué qu'au début, tu voulais écrire comme un homme. Tu viens de dire que la solidarité féminine t'apporte beaucoup, la création du Parlement et tout ça. Quel serait, d'après toi, le rôle de la littérature pour créer un monde plus juste, un avenir plus humain? Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer l'imaginaire? Est-ce que l'écriture a, quel rôle a l'écriture dans cette reconstruction des mondes? Bah, déjà, oui, je voulais écrire comme un homme, c'est-à-dire que je me disais, je veux pas qu'on me lise comme une littérature féminine ou voilà, c'était ça quand je disais ça, c'est-à-dire que voilà, c'est comme si les sujets sérieux, c'était aux hommes de les raconter et les femmes devaient raconter des petites choses douces, émotionnelles, etc. Donc voilà, je voulais écrire comme un homme, c'est ça que je voulais dire quand j'étais jeune, je voulais écrire comme un homme, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas pour moi de différence entre une littérature de femmes et d'hommes. Et puis, chemin faisant, en fait, je me dis que c'est quoi après tout la littérature? Qu'est-ce que ça nous apporte la littérature? Qu'est-ce que ça nous apporte de lire des livres, d'aller au théâtre, voir des destins particuliers? C'est parce que on voit un destin particulier et en lisant des livres, en regardant des spectacles, en voyant des films, on devient moins misogyne, on devient moins raciste, on devient moins homophobe parce que en regardant ces destins particuliers, on s'approche de ces personnages. Et si on raconte tout ça depuis l'expérience d'une femme, non pas parce que dans le style on écrit comme une femme, mais on écrit depuis une expérience. Et j'écris depuis ce corps-là qui est le mien, qui est un corps de femme. Donc évidemment, je raconte des histoires telles que je les ai vécues. Je sais pas, une femme mexicaine raconte une histoire qu'elle a vécue au Mexique et une femme vietnamienne raconte une histoire qu'elle a vécue au Vietnam et ça nous approche de ces récits, de ces contrées lointaines. C'est ça que ça peut... voilà, c'est ni plus ni moins après tout, mais sauf que on a beaucoup moins entendu les voix féminines que les voix masculines depuis la nuit des temps. C'est surtout ça qu'il faut enfin il faut enfin être un peu plus attentif peut-être aux voix féminines. Et puis aussi, moi je suis certaine d'une chose, c'est que les petites filles ont beaucoup moins confiance en elles que les petits garçons, parce que depuis l'enfance, on leur dit, oui, mon fils, tu peux être écrivain, mon fils, tu peux être médecin, et on dit beaucoup moins tout ça, on donne beaucoup moins le courage de faire ça aux filles. Donc, je pense qu'en voyant des exemples comme ça, des femmes qui écrivent, en s'identifiant, voilà, plus ça va aller, plus il y aura de petites filles, de jeunes femmes qui vont oser prendre la plume, des jeunes gays, lesbiennes, trans qui vont se dire bah, il y a une place pour que je raconte mon histoire, des Roms qui vont dire voilà, j'ai le droit de parler ma langue, de chanter comme, voilà, comme j'ai appris. Enfin voilà, c'est des histoires singulières et cette diversité-là dont il faut raconter l'histoire. C'est ça qui est intéressant.
Donc, l'écriture est nécessaire. Il faut entendre ces voix-là pour changer le monde, pour le modifier, pour faire la place aux femmes. Est-ce que tes textes, tes pièces et ton roman, est-ce il est très lu en Turquie ou quel est le sort de tes œuvres en Turquie? Est-ce qu'elles sont très Alors, connues? mes textes sont régulièrement joués, donc, et puis mon roman a été traduit, mais c'est vrai que les textes de théâtre, on les achète pas pour lire, hein. Les textes de théâtre, ce sont les metteurs en scène et les comédiens qui les lisent. C'est rare, à part les profs de français, personne n'achète les textes de théâtre, donc, et les metteurs en scène. Et le roman a été traduit donc il y a un an. Voilà, il fait son petit bonhomme de chemin, il y a des interviews, des choses, enfin, voilà, mais je ne suis pas très présente en Turquie, donc euh, voilà, j'aimerais aller beaucoup plus souvent. Mais j'étais très occupée en France et j'ai énormément voyagé aussi dans plein de pays avec mon théâtre. Là, j'ai énormément de textes qui sont repris. J'ai 5-6 productions. Je fais aussi des masterclass dans des lycées, collèges, universités, les conservatoires. J'ai eu une chance inouïe d'être inscrite dans les autres dramaturges, dans les écoles nationales de théâtre. Et donc, il y a plein de jeunes, par exemple, qui m'appellent pour travailler avec moi les textes d'entrée de concours ou alors des textes sortis. Les troisième années de conservatoire mettent en scène mes pièces. Donc, voilà, et là, je sais pas, il y a eu Columbia, il y a eu Berkeley, il y a eu qu'une fois, par exemple, où j'ai donné des cours dans une université turque ces dernières années parce que j'y allais pas beaucoup. Mais là, j'espère créer des ponts un peu plus solides avec ma langue maternelle et mon pays natal. Oui. Tu peux y retourner. Ben, j'y suis allée là cette année 3 fois. Et puis là, voilà, j'ai beaucoup d'autres choses, donc j'espère que j'irai dans les mois qui viennent. Est-ce que tu pourrais nous lire un petit texte pour nous donner un exemple de ta création, de ta production, pour terminer l'entretien? Alors, j'ai sélectionné un petit bout, en fait, de Trésor national, mais j'ai enlevé quelques petits morceaux pour que ça passe mieux à l'oral. Donc, voilà, c'est pas vraiment la langue d'écriture, mais c'est un texte de 3 minutes que je pourrais vous lire, oui. C'est vrai, maman, après tout, j'ai décidé de devenir partiellement amnésique, d'effacer des pans entiers du passé et de les remplacer par une nouvelle existence digne de ce nom, m'inventer une vie ordinaire, un destin normal et français. Il me reste bien sûr des attaches qui me relient à ma terre natale, souvenirs, amis, lieux, films, odeurs ou objets, mais j'essaye de les occulter le plus possible et je peux dire que dans l'ensemble, je réussis. Après une pratique intensive de 3 décennies, j'arrive pratiquement sans peine à rendre mon cortex cérébral hermétique à toutes sortes d'émotions émanant du passé. Selon Madame Klajman, oui, oui, comme tous les scénaristes parisiens et new-yorkais, j'ai une psychanalyste avec un nom ashkénaze, ce serait une question de survie. C'est clair, vous avez clivé vos espaces sensoriels pour oublier volontairement ce qui appartiendrait à votre mère et à vos origines pour devenir un être rompu, elle fait toujours les guillemets avec les mains, et par conséquent un être normal. Je crois que Madame Klajman a raison, la normalité est devenue pour moi un besoin pathologique dans cette deuxième partie de ma vie, pour la simple raison que j'avais épuisé mon capital de bizarrerie lors de la première, mon enfance et mon adolescence. Je me suis donc réinventée en tant que Française, comme dirait Madame Klajman. Le premier acte de cette transformation fut de renoncer à mon prénom, il y a de cela 20 ans. Il y eut ce moment où j'ai soudain décidé qu'il s'atrophierait lorsque j'étais sur le point de demander un rendez-vous à une agence pour auteurs dramatiques. Je voulais leur vendre un vaudeville potage franco-français et j'avais peur que mon interlocuteur, en entendant mon nom oriental, s'imagine qu'il s'agisse d'un texte d'exil de 4 heures sans entracte et sans ponctuation, un tunnel pour le théâtre subventionné très pointu. Je me suis soudain entendue au téléphone transformer mon prénom Julia en Julia
Ce son est sorti de ma bouche sans que je le commande et ensuite je l'ai officialisé après une longue procédure. Lors de l'acquisition de ma nationalité française, et cet acte m'a ancré dans ce pays de manière irrévocable. Le patronyme bien français de mon époux, précédé de ce prénom hybride, qui n'était plus vraiment mon prénom d'origine, mais ni vraiment un prénom français, m'a transformé petit à petit et je suis devenue un être à moitié francisé, comme ce prénom. Maintenant, lorsque je me présente, je n'ai plus à m'étaler sur mon enfance. Vu que souvent, la question qui succède aux présentations pour celui qui porte un prénom exotique concerne l'origine de celui-ci. Or, les personnes que j'ai rencontrées depuis ne savent pas grand-chose de mon identité. En remplaçant mon nom, j'ai disloqué mon ancien moi pour devenir ce second moi. J'ai maintenant tous les codes d'une appartenance culturelle tout à fait ordinaire, comme si j'étais née française. Je m'y connais un peu en vin, je peux murmurer du France Gall ou du Jacques Dutronc des grandes années, je connais toutes les chorégraphies des Claudettes et j'adore les fromages, y compris le Münster, qui est normalement non comestible pour tout individu ne descendant pas d'une famille pure souche. Les seuls éléments qui pourraient éventuellement trahir cette banalité existentielle que je me suis appliquée à acquérir sont 1. Mon accent qui se devine sur quelques voyelles, 2. Mes traits qui laissent entrevoir d'éventuels ancêtres qui viendraient d'ailleurs, mais ce qui est le cas de la moitié de la population. Bref, je crois que je fais vraiment normal et vraiment française. Voilà ce petit texte qui dit pas mal de choses de moi en fait. Merci, oui, c'est un autoportrait, en fait. Disons, c'est avec humour, avec beaucoup d'humour. Je te remercie. Et si tu avais un mot à choisir dans la langue française, ce serait lequel? Ah, dans la langue française? Dans la langue française, oui, un mot. Ah, euh, c'est marrant parce que c'est un mot turc qui m'est venu à l'esprit. Ah Je ben, peux le dire quand même. oui, oui, dis-le en turc. Qui a été en plus élu le plus beau vocable par 60 linguistes de je ne sais pas combien de pays. Vous savez, chaque année, ils choisissent un mot. C'est le mot yakamos, qui veut dire le reflet de la lune dans chacune des gouttes d'eau de la mer les soirs de pleine lune. C'est pas beau ça? Bah, c'est C'est magnifique. magnifique. Et alors, dans la langue française, euh, ça va être très très bateau, mais ça va être amour quand même. C'est pas mal. Dans lequel je mets amour, amitié féminine, amitié, amour pour mon homme, mes enfants, la littérature, voilà, tout. Merci. Alors maintenant, je pense que Selma va donner la parole à notre à l'assistance. On a le temps Oui, de quelques questions. Est-ce que à toi, Selma? si vous avez des questions, allez-y, vous pouvez vous unmute. S'il n'y en a pas, moi j'en pose une. Alors, les utopies féminines, c'est ça, les utopies au féminin. Ces rencontres, c'était autour de cela. Oui, oui. Ouais. Et alors, qu'est-ce qui est sorti pour toi, Lise, de ces utopies au féminin? Je peux te poser une question, renverser la situation? Mais tu en as parlé. En fait, je pense que ce que nous pouvons faire, c'est pas créer des mondes irréels, mais c'est par l'écriture justement arriver à changer les imaginaires et à faire entendre la parole au féminin. C'est ça. En fait, je pense que c'est à ça qu'on sert en écrivant, à faire entendre nos voix, toutes ces paroles qui sont tues, qui sont voilées. Tu parlais tu disais que tu avais appris le français dans un manuel très sexiste, mais c'est comme ça partout. Hein? Moi, je l'ai appris avec Léo et Léa vont à l'école, papa lit, maman cou, enfin, tous les rôles stéréotypés sont comme ça partout. Alors nous, on est là, notre utopie, c'est de faire advenir le féminin dans le monde, je pense que de se faire entendre. Et je pense que, bon, on n'a pas besoin de créer mais on vit dans un monde dystopique. Alors, tout ce qu'on peut apporter de meilleur est nécessaire. Je ne sais pas si peut-être que Fazia a une idée là-dessus aussi. Fazia qui nous écoute. Ton micro. Ton micro. On ne t'entend pas.
Oui, je disais que j'ai déjà exprimé mon opinion sur les utopies la dernière fois où j'ai fait cette intervention, dont je te remercie d'ailleurs, parce que tu nous fais parler d'une façon vraiment à la fois euh, proche, dans l'intimité, la sincérité, voilà, et toujours cette grâce dont je parle dès qu'il s'agit d'une présence féminine nombreuse. Oui, les utopies pour moi, bien sûr, la littérature, elle est là-dedans, mais aussi j'ai souvent parlé de cette utopie pour un monde dont la solution serait les femmes. Un monde dans lequel, que vous voyez tous les jours, qui est en crise, en guerre, et dans lequel on ne pose pas cette question essentielle, mais alors, quelle est la solution? Et si cette solution était les femmes? C'est ça l'utopie à laquelle malheureusement beaucoup de femmes ne croient pas. Nous, on a besoin d'y croire et je pense que ça adviendra un jour. Oui, oui, oui. D'ailleurs, c'était cette utopie-là qui était ton moteur en créant le Parlement des écrivains francophones. Je pense que c'est intuitivement, tu t'en déverses là. Enfin, c'est ça qui te portait en créant cet espace de rencontre. Oui, c'est-à-dire comment sortir les écrivaines derrière leurs écrans pour qu'on puisse les voir, les entendre et les entendre surtout. Donc, en dehors même de cette solidarité entre les femmes, c'est faire entendre cette voix qui reste quand même inédite. Tu le disais toi-même, ça fait depuis des siècles que nous n'avons pas parlé. Donc maintenant, nous parlons, nous disons je et nous proposons des solutions au monde. C'est ça qui est important. Mais il faut qu'on nous écoute. Et malheureusement, comme on est parti maintenant, ce n'est pas toujours le cas. Et là où on attend et on s'attend à de l'écoute dans des pays qui ont toujours défini la démocratie, la liberté et la modernité, de là vient un son contraire qui est plutôt non pas d'écouter les femmes, mais de les rayer un petit peu de nouveau de l'histoire et de ne pas faire entendre leur voix. C'est ça qui est terrible. Que ça vienne de certains pays, de chez nous, du monde arabe, du monde musulman, on est habitué. Mais que ça vienne maintenant de pays comme l'Amérique de Trump, c'est quand même catastrophique. Ça veut dire que, voilà, il ne nous servira plus d'exemple. On ne pourra plus dire, voilà, il y a d'autres pays qui sont là comme des vigiles de la démocratie, des droits des femmes. Voilà, on perd les repères là-dedans, mais il ne faut pas qu'on se perde, nous, en tant que femmes. On sait qu'on reste le socle de la vie, de l'humanité quelque part, et qu'à un moment ou à un autre, on finira par revenir vers nous. Et une fois de plus, moi, je crois vraiment à la transmission aussi, c'est-à-dire que voilà, ces jeunes voix, ces jeunes filles, de jeunes femmes, en voyant des voix féminines s'exprimer, voilà, elles peuvent avoir confiance en elles pour écrire, parce que combien de femmes se disent, c'est pas pour moi l'écriture. D'où la nécessité de ce Parlement des écrivaines francophones qui est en soi une belle utopie réalisée. Absolument. Voilà. Absolument. Alors, je pense que nous pouvons terminer là-dessus. Super. Merci beaucoup. Merci Stedef, merci Lise, merci Faouzia. Merci à vous. Lise. Merci Faouzia. Merci beaucoup. Bye bye. Bye bye.